Alors moi je me demandais qu'est-ce que vous faisiez par exemple le week-end, etc. quand vous étiez chez vous pour vous amuser, enfin, Quel âge? je sais pas, après notre âge, après que vous aviez 20 ans. J'ai ramené mon téléphone et un iPod, avec quoi on écoute de la musique. Enfin, la plupart des jeunes maintenant ils ont ça. Est-ce que les personnes jeunes, comme vous êtes, regrettent le temps où il y avait un certain romantisme, enfin, En discutant, j'ai remarqué que justement, vous nous disiez donc que vous aimiez l'école, alors que, nous, notre génération, si vous posez la question à quelqu'un, voilà exactement, l'école, c'est plus l'école. Ouais. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de la matinée qu'on a passée à l'hôpital Bretonneau. Donc en fait ce matin, dans le cadre d'une rencontre intergénérationnelle, on a rencontré en fait 4 personnes âgées de l'hôpital Bretonneau. Et elles étaient au nombre de 4, ces personnes. Donc voilà, on a discuté avec elles par rapport pour connaître en fait leur point de vue sur les loisirs en fait d'avant et ceux d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Alexis Fleury, j'ai 18 ans et donc voilà, je suis en BTS ESF, donc mes collègues aussi sont en BTS ESF, donc c'est après le bac, etc. Donc oui, c'est pas mal. Et après, vous voulez faire quoi? Alors après, moi je voulais être soit policier, soit éducateur spécialisé. Donc c'est pour m'occuper des jeunes qui sont en difficulté, etc. Voilà. Ben, moi, je m'appelle Lucienne Gann. On peut vous demander votre âge? Ah oui, quel âge j'ai déjà? Je me rappelle jamais, mais je suis née le jour de l'armistice, Le 11 novembre? 1918. Ben moi, c'est Angelor Christian. J'ai 19 ans et je suis également en BTS ESF, donc économie sociale et familiale. Et Pourquoi plus ici? tard, je souhaiterais devenir conseillère, c'est-à-dire m'occuper des personnes en difficulté. Voilà. Et vous? alors moi je m'appelle Janine, c'est un prénom que je n'aime pas beaucoup, mais enfin je le porte depuis ma naissance et mon nom de famille c'est Bourget. J'étais professeure d'anglais et je suis intéressée par l'étude des langues. Il n'y a pas que l'anglais qui m'intéresse, il y en a d'autres. Bah, moi, je m'appelle Chloé et je suis dans la classe de mes amis, donc je fais la même chose. Plus tard, je voudrais être conseillère aussi en économie sociale et familiale, donc comme Angela en fait. Donc voilà. À vous, monsieur. C'est mon fils. Comment vous vous appelez, monsieur? Je peux le faire de mon fils. Je n'ai pas fait faire de... Si vous voulez bien vous présenter. Moi, c'est Hélène Ritou. Je suis veuve et j'étais assistante sociale. Bah, moi, je m'appelle Marianne, j'ai 19 ans et je suis comme Alexis en BTS économie sociale et familiale. Et je voudrais plus tard soit travailler avec des personnes handicapées ou alors avec des personnes âgées. On a fait passer des questionnaires auprès des résidents donc de l'hôpital Bretonneau. Et un des thèmes qui a été retenu, donc, c'est les loisirs d'avant et d'aujourd'hui. Très vaste. Alors moi je me demandais qu'est-ce que vous faisiez par exemple le week-end, etc. quand vous étiez chez vous pour vous amuser, enfin. Quel âge? Je sais pas, après notre âge, après quand vous aviez 20 ans. Ben, moi, je n'étais pas chez moi. J'étais dans une pension de jeunes filles parce que j'étais à Paris et mes parents étaient en Lorraine. D'accord. Alors ce que je faisais, je sortais avec mes camarades de pension
Et on était au quartier latin et on faisait des amis, on avait des amis. Et quelquefois on allait danser. Petit, quand vous sortiez de l'école à l'âge, par exemple, de 10-11 ans, à quelle activité vous Dans la cour de récréation, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Oui, on jouait à chat. C'est-à-dire que je ne sais pas si les enfants jouent encore à chat maintenant. Moi, quand j'étais petite, je jouais. Ah bon? Ouais. Et alors, il y avait une variante, c'est-à-dire chat perché. Alors, évidemment, si on trouvait une marche ou quelque chose où on se perchait, on n'avait pas le droit de vous toucher à ce moment-là. Alors, il y avait cache-cache. On pouvait compter jusqu'à 100, par exemple, quand on se cachait, on comptait jusqu'à 100, et à partir de 100, il y avait une des joueuses du groupe qui était chargée de chercher tout le monde, les principaux participants, et je ne sais plus ce qui arrivait quand on vous trouvait, quand on découvrait votre cachette, je ne sais plus ce qui arrivait après. Alors il y avait aussi, l'été, il y avait la corde à sauter, et quelquefois deux cordes aussi. Alors c'était plus difficile parce qu'il fallait sauter très vite, évidemment. Je ne sais pas si les enfants jouent encore avec la corde à sauter. Oui, ça se fait toujours. Ça se fait Oui, toujours. même avec les 2 cordes, le double dutch. Alors, vous avez sauté à la corde quand vous étiez petite? Oui. Ah bon. Alors, il y a des distractions qui sont éternelles, je vois. En fait, on a vu aussi que on avait beaucoup de liens proches par rapport au jeu. Par exemple, la marelle, le chat, il joue au chat perché aussi. À cache-cache. Quoi encore? La corde à sauter aussi. Avec les 2 cordes aussi, qu'on appelle le double dutch aujourd'hui. Il y avait beaucoup de loisirs qui étaient interdits durant la guerre aussi. Du fait que les balles étaient interdits et tout ça. Donc, elle devait faire attention. Et veiller à ce que les soldats ne viennent pas découvrir qu'ils sont en train de s'amuser au bal. Donc il y avait ça aussi. Et quand vous étiez jeune, quand vous aviez notre âge à nous, vous faisiez quoi le soir? Vous sortiez? Vous avez quel âge? 18 ans. Je faisais quoi quand j'avais 18 ans? Vous alliez dans des balles? Il y avait l'occupation à cette... Comment? Il y avait l'occupation quand on avait 18 ans. Ah bah oui, il y avait l'occupation. Alors les balles étaient interdits. Oui. Et je vois que je faisais partie de l'école normale et alors entre normaliens, garçons et filles, on s'arrangeait pour organiser des balles dans les préaux d'école. Oui. Et nous connaissions... Il y avait la guerre. Oui, justement, c'était interdit. Nous connaissions un musicien aveugle qui jouait de l'accordéon et qui nous faisait danser. C'était bien modeste, mais ça nous plaisait. Oui. Et oui. Je me rappelle de lui. Je me rappelle très bien de lui. Ah bon? Et le même type là, c'était un pauvre garçon et il jouait tout seul. Oui. Il n'avait pas besoin de nous et nous on n'avait pas besoin de lui. C'était comme ça. Et le cinéma, tout à l'heure vous parliez du cinéma. Mais moi, je vous avoue que j'étais très intéressée par le cinéma. Mais ça, c'est surtout un peu après la guerre, quand il y a eu des films français qui étaient très bons, et le cinéma italien était très important à cette époque.
D'accord. Il y a eu des Visconti, des Fellini, des... comment ça s'appelait Antonioni, qui faisaient des films extraordinaires. Et je dois vous avouer, à ce moment-là, j'étais fiancée, et mon fiancé et moi, nous étions enthousiastes quand il s'agissait d'assister à un film italien en particulier. Nous aimions beaucoup ce cinéma. Malheureusement, maintenant, le cinéma italien n'est plus ce qu'il était. Il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée, en fait, enfin, qui m'a interpellée. Elle disait, en fait, quand on est jeune, en fait. C'est que on a tous, en fait, des loisirs qu'on aime, des choses en commun, même par rapport aux générations qui viennent par la suite. C'est-à-dire, quand on est jeune, on pense qu'à s'amuser, c'est vrai, et ce sera vrai même pour les années à venir, quoi. Donc voilà, que même si on n'a pas les mêmes loisirs, par exemple, nous aujourd'hui on a Internet, on a les jeux vidéo, tout ça, eux ils ne l'avaient pas, et pourtant ils s'amusaient, ils avaient leur façon de s'amuser en fait. Donc c'était très intéressant, on en a appris d'eux comme ils en ont appris de nous aussi. Et puis c'était un bon échange. Au lycée Rabelais à D'Alembert, Mais dis-le au monsieur plutôt, toi, c'est le genre là, c'est pas mal. Donc, je m'appelle Lizzie, je suis au lycée Rabelais, donc je suis en BTS économie sociale et familiale. Donc, je suis venue ici pour en gros parler de la jeunesse d'avant et d'aujourd'hui avec d'autres filles de ma classe. Et donc, elle, c'est Fatou. Fatou, toi. Je m'appelle Fatou, j'ai 19 ans et je suis au lycée Rabelais en BTS ESF. Donc, comme vous l'a dit Lizzie, on est venu parler de la jeunesse d'avant et d'aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Clara et j'ai 19 ans, je viens du lycée Rabelais. Et donc, on est tous en BTS ESF. Et donc, on vient parler, plutôt échanger par rapport à la jeunesse d'avant et d'aujourd'hui, voir l'évolution de cette jeunesse. Donc, moi, c'est Sophie, j'ai 19 ans, je suis étudiante au lycée Rabelais. Et comme ils vous ont dit mes camarades, on va vous parler de la jeunesse d'avant et d'aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aurais une question. Comment vous pensez de la jeunesse d'avant et d'aujourd'hui, son évolution? Est-ce qu'elle a changé positivement, négativement? Par exemple, pour une personne qui est ici en hôpital, on sent bien que de temps en temps on nous montre des jeunes, des jeunes participent à des réunions, donc c'est bien parce que ça permet le mixage, j'appellerais, c'est-à-dire au moins connaître ce que pensent les anciens par rapport à eux. Et puis, pour moi, il y a une chose très importante, forcément, c'est les études et la formation des jeunes. Alors, à la fois la formation et l'information des jeunes, c'est-à-dire les faire participer également à la vie commune, quoi. S'il y a des anciens, par exemple, nous en avons ici, enfin, c'est un bon exemple. Mais est-ce que c'est fréquent de voir une mixité comme ça? En fait, je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous, de la jeunesse d'avant et d'aujourd'hui? Par rapport à la délinquance, leur façon de s'habiller, leurs loisirs. Vous pensez que ça a changé? Je pense qu'en effet, ça a changé. Vous savez actuellement avec quoi on joue? Par rapport à nos loisirs? Non. Non, là, j'ai un peu décroché depuis que je suis en retraite. J'ai ramené mon téléphone et un iPod, avec quoi on écoute de la musique. Enfin, la plupart des jeunes, maintenant, ils ont ça. Non. Je pense que ça n'existait pas avant. Voilà. Vous voulez voir? Oh non, j'avoue. Moi, quand je fais la musique, j'allume mon poste.
Je donne personne. Voilà, mais nous par exemple, quand on prend le métro. Ah, mais ça, en dehors, c'est différent. Voilà, bah, on se promène avec ça, on a une musique dedans et puis on écoute. C'est normal. On peut téléphoner à quelqu'un Voilà. aussi. Et ça sert de téléphone. Et voilà, et maintenant les téléphones. Voilà. Il y a tout intégré dans le téléphone. Alors, la question posée, c'est est-ce que c'est accessible aux jeunes de bourse? Comment? Pardon? Est-ce que c'est accessible? Pardon? Donner une réponse. Parce que? C'est tellement nouveau. C'est trop nouveau pour moi. Il n'y a même pas le téléphone. Et ça vous intéresse? Vous n'aimez pas le téléphone, si j'ai bien compris. Non, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone. Et ça vous intéresse pas? Vous trouvez ça intéressant? Oui. Dans les grandes écoles, je ne vois pas. On est perdu. Envers vous, on est perdu. Oui, parce que les nouvelles technologies, elles évoluent vite. Oui. Justement, le téléphone permet la soudure entre les personnes âgées et les personnes jeunes. Est-ce que dans votre époque, il n'y avait pas de téléphone ou... Non, il y avait le téléphone chez soi, c'est-à-dire une espèce de rond avec le téléphone que l'on posait dessus. Vous les avez vus parce que vous n'êtes pas si vieux que ça pour ne pas avoir vu ça. Mais c'est certain que de là au téléphone dans la poche et dans la rue, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Je me permets, monsieur Gignot, vous êtes un homme très moderne malgré votre âge. Il y a eu quand même, oui, bien sûr, il y a eu quand même, ben oui, mais c'est indispensable. Hein. Si on veut, alors justement, c'est à deux niveaux, où on fait une cassure entre les vieux et les jeunes, hein, c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte, on ne les associe pas, on ne les invite pas, etc. Ou on les fait participer à d'autres, enfin, à tout ce qui est possible, pour qu'il y ait une jonction justement entre les âges différents. Alors, vous savez c'est quoi un SMS? Oui, c'est quoi? C'est un message transmis par à l'aide d'une manipulation sur un clavier. Oui. Mais alors, ce qui se passe, c'est que c'est pas tellement accessible aux personnes âgées parce que, à mon avis, on ne le diffuse pas assez. Et dans les foyers, il en faudrait en permanence. Et puis, ça pourrait tout simplement être une manière de sauver les gens quand il leur arrive un pépin. Et que pensez-vous des voitures? J'ai pris des images. Regardez. Ça, c'est de votre génération à peu près. Ça, c'est de la nôtre. Vous en pensez quoi de l'évolution? Et demain, ce sera une voiture qui va voler. Chose. Ça change tellement vite. Regardez. Ça a un peu matrix, j'avais plus d'encre noire. Donc ça, c'est là. Ben, c'est mieux, justement, de nos jours, la voiture de nos jours que d'avant. Oh, moi, j'aime mieux la voiture des parents. Hein. Celle-ci, moi, j'aime mieux ça que ça. Sinon, vous en pensez quoi de la jeunesse, justement, qui a évolué? Ah, ben c'est normal que la jeunesse... C'est normal qu'elle change, la jeunesse. Elle veut sa voiture, elle veut ceci, elle veut cela. C'est normal, ils travaillent. Ils peuvent se le payer. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que ça a changé de mauvais côté ou c'est devenu mieux? Ah non, moi j'aime mieux comme ils font d'eux-mêmes. Donc là, c'est plus par rapport à la mode. Voilà. On va dire. La nouvelle mode et tout ça. Mais vous pensez que c'est toujours aussi facile de trouver un travail? Pardon? Vous pensez que c'est facile de trouver un emploi maintenant pour les jeunes? Ah ben ça, c'est à eux de se débrouiller. S'ils savent bien se débrouiller. Moi j'ai des jeunes enfants qui ont cherché du travail et qui l'ont trouvé. Mais vous savez que même avec un bac+5, on peut ne pas trouver de travail?
Moi, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, je me suis débrouillée. J'ai jamais fait l'andouille. Je suis arrivée à un bon port. Maintenant, le reste, les autres, ils font pareil. C'est ça, mais aussi même ceux qui travaillent. Hein. Mais ça a toujours existé, les paresseux. Non, c'est pas maintenant. Alors là, c'est notre écueil et qui doit se régler aussi par la collectivité, par les mairies. J'en parlais tout à l'heure. Il y a quand même des accès aux professions par des organismes d'État. Enfin, maintenant, par exemple, il y en a plein qui s'orientent vers le commerce. Et quand il y en a trop sur le marché, bah, c'est pas évident de trouver un travail. Bah alors, vous voulez savoir si elles avaient été mariées en fait avant. Donc, est-ce que vous avez été mariée? Oui. Pendant combien d'années? 39 ans. 39 ans. Et c'était votre premier amoureux? Oui, absolument. C'est vrai? Vous étiez rencontrés à quel âge? On était à l'école normale, je sais pas, une vingtaine d'années, quoi, presque avant de quitter l'école normale. Et vous êtes mariés à quel âge? J'avais 23 ans, parce que on faisait dans le temps, on faisait des longues fiançailles. Et vous, madame? Ah bon. J'ai été mariée 2 fois. C'était un militaire. C'était un militaire. Vous savez, mais vous connaissez les femmes. Elles sont vite attirantes. Elles se laissent attirer. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas dire du mal de lui, il n'était pas méchant, mais on ne s'entendait pas. Il avait une affaire de caractère et de niveau intellectuel. Et c'est ce qui nous a séparés, je crois. Et votre premier mari, vous l'avez rencontré quand? À Paris? À Paris? Oui, en faculté. Et vous, monsieur, vous avez été marié? Oui. Là, il faut faire très vite. En 1932, donc à 22 ans. D'accord. Vas-y, viens. Avec une épouse qui avait le même âge que moi. C'était votre premier amour? Et nous sommes connus à Toulouse, alors que moi j'étais calaisien. Je souhaite surtout, sans faire de développement, c'est trop compliqué, que les enfants, enfin, aient le même esprit de se marier, d'avoir des enfants, afin que la famille se perpétue et puis que les mariages soient efficaces, enfin, dans le sens de la réussite. Et la fidélité, bien sûr, est indispensable pour moi. Peut-être je peux ajouter parce que je suis catholique. La mentalité a changé, je pense. L'invention de la pilule a été très importante. Oui, ça a donné à la femme une liberté, mais l'homme en a profité, bien sûr. Je pense qu'il y avait plus d'engagement aussi avant. Moi, je pense que les hommes d'avant, ils sont plus fidèles que les hommes de maintenant. Parce que maintenant, comme ont dit mes copines, il n'y a pas vraiment d'engagement. En fait, on peut sortir avec une fille, c'est juste pour sortir avec elle. On n'a pas vraiment de sentiments, en fait. Et qu'avant, c'était vraiment... voilà, ça venait du cœur, en fait. La loi a permis à l'homme une certaine liberté et a libéré la femme de ce fait. Et puis, il y a une autre chose qui a pénétré, c'est que le mariage, ce n'est plus une affaire d'amour. Le mariage est une affaire de sexe. Et c'est ça le grand dommage. Et c'est petit à petit, ça s'est introduit depuis 1968. Et ça prolifère de tous les bords, on dirait. Les femmes, on se marie. D'ailleurs, il faut voir où se mariait-on, dans quelle région. On se mariait davantage à la campagne qu'en ville. Il y avait une simplicité, il y avait une propreté, il y avait une pureté dans le mariage. Tandis que c'est devenu, maintenant c'est devenu du n'importe quoi.
Est-ce que les personnes jeunes comme vous êtes regrettent le temps où il y avait un certain romantisme, enfin Bah, je pense que oui, parce que bah, nous, surtout nous, on est des filles. Ça aurait été des garçons, je sais pas s'ils auraient dit pareil que nous. Oui, c'est mais je pense que oui, en tant que fille, on aimerait bien que si un garçon parle avec nous, ça soit pour un engagement, que ça soit pas comme ça. Oui, bien sûr. Moi, je pense que ça a beaucoup changé par rapport aux années d'avant, parce que là, il y a beaucoup de cas de divorce et les garçons, ils sont plus fidèles qu'avant. Ils sont moins fidèles. Plus ou moins? Plus, ça veut dire ils sont moins fidèles. Mais est-ce que toi tu penses que c'est uniquement les garçons ou les filles aussi? En fait, moi je pense que c'est un cercle de vengeance. Par exemple, un garçon il a été trompé par une fille ou quoi que ce soit, il va essayer de se venger avec une autre fille qui va essayer de se venger avec un autre garçon. En fait, c'est de la vengeance. Ceci provient, enfin, cette histoire d'éclatement provient de la famille, donc des parents, soit qui ne surveillent pas assez, soit qui admettent ce genre de comportement. Moi je pense que c'est un peu des deux, hein, parce que bah, maintenant les enfants ils voient que leurs parents divorcent, des fois c'est pour un oui ou un non, donc ils se disent bah pourquoi pas, moi je le ferai pas. Mais bon, c'est vrai que des fois bah, des parents ils sont pas forcément pour ça, mais bon. Alors, ils peuvent rien faire à leurs enfants, quoi. Maintenant, ils sont plus libres. Ouais. Mais, en fait, ça remonte à l'instruction, c'est-à-dire au point de départ. À 14-15 ans, on commence à dire à sa fille, par exemple, que, bon, bah, attention, s'il fait des écarts de conduite, et voilà. Alors ça, comment ça marche en ce moment? Est-ce que, où est la responsabilité des couples qui ne marchent pas? Voilà. J'aimerais savoir ça. Alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, les couples? Quand une femme trompe son mari ou son mari, ou pourquoi ça marche pas, tout simplement? Pourquoi on fait qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Oui, alors la liberté, est-ce que ça s'arrête quand même un jour à une barrière qui fait que... Mais ça n'arrête jamais. On doit être fidèle envers la personne que l'on a choisie. Pourquoi on n'est pas fidèle alors? Pourquoi c'est comme ça, hein? On fait qu'est-ce qu'on veut, hein? Qu'il soit l'homme ou la femme, on fait qu'est-ce qu'on veut. Et comment ça se passe? Parce que pour vous, l'homme est méchant, Dieu est méchant, il n'y a pas de Dieu. Mais ça n'existait pas, Dieu. Vous l'avez vu, vous le dites. Vous le connaissez, vous? On peut très bien l'imaginer. Vous le connaissez? Non. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je voudrais bien le voir. Et est-ce que Dieu il intervient dans l'amour? Dieu il intervient dans l'amour? Moi, je suis pas catholique. J'aime pas les prêtres, moi. Le mariage, c'est un engagement devant un prêtre. Donc un engagement, c'est une chose à respecter. Enfin, Madame, est-ce que vous avez été mariée déjà? Parce que vous avez été mariée? Oui, on marié. Et vous avez été infidèle avec votre mari alors? Hein? Vous avez été infidèle avec votre mari? Ben, quand je l'ai connu, oui. Ah oui, je ne me cache pas, moi. Et pendant le mariage aussi, vous avez été infidèle? Je suis le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout, le mariage. On peut coucher avec quelqu'un sans être marié. Ben oui. Je disais à l'instant qu'on n'a pas beaucoup parlé de la virginité. Et que de mon temps, il est certain qu'il fallait qu'une femme qui ne soit pas mariée, surtout catholique, je reconnais que la religion catholique a influencé la décision, mais soit vierge au moment du mariage. Si vous revenez en arrière, eh bien c'est ça que nous avions à cœur de respecter. Et alors, ça se traduisait toujours bien. Ah oui, ce bonhomme-là, il couche avec tout le monde, voilà. Et puis, il y avait des gens qu'on rencontrait dans la rue, qu'on connaissait bien, qui étaient des gens qui couraient moins, quoi. Enfin, ils pouvaient avoir une occasion, peut-être, mais enfin, c'était pas ce qu'on appelle des coureurs. Enfin, alors, est-ce que, de ce côté-là,
ça s'est détruit. C'est-à-dire ce respect de la virginité de la femme. Est-ce qu'on en parle encore ou est-ce que ça a été banni des discussions et ça ne compte plus? Alors allez-y les filles. Je pense que ça reste important. Moi personnellement, moi je reste très vierge pour mon mari. Mais j'aimerais bien que mon mari reste vierge pour moi aussi. mais je trouve ça important parce que c'est, je sais pas, on se marie pas comme ça. Donc c'est un cadeau. Donc je trouve ça important. Comme avant. Je garde cette mentalité-là. Je suis pas la seule, je pense. Peut-être une des seules qui a le droit de le dire. Même éducation, tant qu'à l'école d'avant et même d'aujourd'hui. Parce que vous avez eu le certificat d'études en primaire. Oui, oui. Voilà. Et nous, on l'a plus. Et après le certificat d'études, je suis passée à ce qu'on appelle une école primaire supérieure. C'est-à-dire, c'était le même niveau qu'un lycée, seulement on ne payait pas, on nous prêtait les livres. Et vous, comment vous aviez vécu l'école? Vous vous souvenez un peu de l'école d'avant, la primaire, après la primaire? Moi, je fais la primaire, moi, j'étais dans un collège. D'accord. Alors, depuis la 7e jusqu'à la 4e. D'accord. Puis après en pension, parce qu'il n'y avait pas d'établissement, j'étais dans un petit pays. Alors après, j'étais en pension. Et vous, votre matière préférée, c'était quoi? Hein? Votre matière préférée à l'école? Oh, c'était tout. Tout? Comme ça, il n'y avait pas d'erreur. J'en faisais pas beaucoup, mais tout. Je répondais à toutes les questions. Vous étiez bon élève? Ah oui. Et vous aimiez l'école? Ah oui. Oh, il y a bien quelque chose que vous préfériez, non? Une matière? Français, maths, je sais pas moi. Géographie? Les matières françaises. C'est-à-dire, voilà. L'histoire et la géographie. Ah, comme moi. Comme moi aussi. Moi aussi. Vous voyez, enfin, moi, j'ai remarqué. Comment? L'histoire, ça demande du par cœur. Ça demande du par cœur. Ça ne vous déplaît pas? Ah non. En discutant, j'ai remarqué que justement, vous nous disiez donc que vous aimiez l'école, alors que, enfin, nous, notre génération, si vous posez la question à quelqu'un, voilà, exactement, l'école, c'est plus, c'est plus l'école, quoi. C'est, je vais à l'école parce que j'ai pas le choix. Mais alors que vous, quand vous nous en parlez, c'est l'école, j'aimais bien ça, j'y allais avec plaisir. On aime mieux en fait avoir les connaissances. Nous, on est une génération comme ça qui on ingurgite. Mais on réfléchit pas assez, et donc on prend tout, mais on veut pas rester assis, on veut plus le voir directement, mais rester assis on peut pas. En plus aujourd'hui, grâce à Internet, toutes ces nouvelles technologies, le professeur il va nous dire quelque chose, on dit mais ça nous sert à rien, on a Internet chez nous, on peut aller taper le cours et on a le cours sur Internet et on va lire ça chez nous. En fait on a plus ces valeurs là. D'aller chercher dans un livre. Oui, mais vous avez le cours sur Internet, mais vous ne le retenez pas. Tout à fait. Oui, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes valeurs que vous aviez d'aller feuilleter un livre, de lire le livre ou de demander au professeur, d'avoir des explications du professeur. On préfère que ce soit rapide, on va regarder une vidéo, on va... Est-ce que les connaissances que vous acquérez par Internet, est-ce que ce n'est pas superficiel? C'est superficiel, tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est complètement superficiel, c'est que je vais regarder sur la minute, je vais le savoir dans les 10 minutes, après je vais oublier. Ça va pas être de l'acquis, il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien d'acquis, ça veut dire on est dans le tout vide, tout... J'ai une question qui me vient, c'est pas sur les connaissances, mais c'est sur l'autorité des professeurs avant. Parce que maintenant, les professeurs, ils n'ont plus trop d'autorité sur nous, en fait. Et c'est vrai que on voit beaucoup d'insolence. Et justement, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai vu ça. Vos instituteurs, ils s'en servaient? De la règle. Oh non, je crois pas. Ah non? Ils vous tapaient pas sur les Jamais les instituteurs nous ont touchés. Ah oui? On était punis, on avait des devoirs à faire, mais jamais on était battus. Et ça, là. Et ça, quand on vous tapait... Là, j'ai concassé un ongle ce matin, ça m'énerve. Et ben alors? Et ben c'est comme ça que ça se passait, non? Non, mais parce non? Vous n'avez pas connu ça, Madame Lecoq? Non, moi j'ai pas connu ça. Il n'y avait pas... vos professeurs n'utilisaient pas la règle pour... Tiens, vas-y, montre tes doigts.
Moi Il fait comme ça. Comme ça Il faisait pas comme ça? Non. Non? Non. Ah, mais de la chance. En vrai, quand je suis partie 6 mois aux Antilles, il y avait encore ma maîtresse qui tapait encore sur les doigts. Ah oui. Et il y a encore à l'époque, ça fait en 2003. Hein. Déjà, il y a encore des maîtresses qui continuent à taper sur les doigts. En Antilles, encore. Ah oui, ma mère aussi. Et mon père aussi, il a connu ça. Pardon? Ma mère, elle est 65 et sa soeur, ils ont connu ça. Ils étaient à l'école et ils avaient mis... en fait, ma tante, elle était petite et elle faisait plein de bêtises et ils lui avaient mis des coups sur les dents. J'ai jamais eu, moi, ça. Jamais. Ah bah quelle chance. Ah oui. Parce que déjà que maintenant les parents ils respectent encore moins les professeurs que les élèves. Donc j'ai envie de vous dire. Le rôle des parents, alors quelle est votre idée sur le rôle Il des y a parents? une mauvaise éducation. Pardon? Il y a une mauvaise éducation, c'est du laisser aller total. On laisse les enfants livrés à eux-mêmes. Ça veut dire quand ils arrivent à l'école, ils ont des problèmes, familiaux et donc ils arrivent, ils sont complètement perdus et les parents ils délèguent tout à l'école alors que l'école elle n'est pas là pour faire l'éducation familiale. Et après il y a des problèmes d'assiduité pour les élèves, il y a des problèmes de comportement. Il y a même eu des histoires de un élève il a giflé une prof mais ça devient, moi ça me choque parce que même moi à mon époque on faisait pas ça, mais quand on rentre au collège, moi à mon époque quand je suis rentrée au collège j'ai commencé à avoir ça. Il y a même entre élèves il y a des tensions, des pressions, si t'es pas habillé comme ci, si t'es pas habillé comme ça, il faut être à la mode. Il y avait le tablier noir, alors personne ne discutait sur la tenue qu'on avait. Voilà, avant vous aviez des uniformes, tous. Vous avez des uniformes. C'était quoi? Quel uniforme? Un tablier noir. Quand j'étais élève, c'était en somme un uniforme, le tablier noir. Avec une petite bordure rouge ou une petite bordure bleue, mais le tablier noir. Et pour vous toutes, c'était le tablier noir? Ah oui. Ou pour vous toutes, c'était le tablier noir ou bien... Il n'y avait pas de différence, que ce soit bleu ou noir. C'était un tablier qu'il fallait mettre. Un tablier, voilà, obligatoire. Quand on avait une blouse propre à l'école, c'était parfait. Pardon? Une blouse propre à l'école. N'acceptez pas les blouses sales. Madame Lecoq, elle vient de dire que, elle pense que si on est plus violent entre nous, c'est l'effet de groupe en fait. C'est ça que vous venez de dire? Oui. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer un petit peu plus? Dès qu'il y en a deux qui décident de faire une ânerie, ils font tout de suite des adeptes. Ouais, tout à fait. Oui. Et vous qui étiez proviseur, quand il y avait un peu de violence dans votre établissement, comment vous régliez ça? J'avais un adjoint qui s'en chargeait bien. Ah, c'est-à-dire? Puis moi j'étais à toutes les sorties et toutes les rentrées. Donc je savais ce qui se passait dans la maison. Et ça c'est important. Mais il faut partir de base de l'élève, il ne faut pas qu'il se dise mon professeur c'est mon ennemi. Les élèves au jour d'aujourd'hui, c'est mon professeur, c'est l'ennemi public. C'est-à-dire, je dois pas lui parler, il fait son cours, je le calcule pas. Non, c'est pas ça. Il faut que justement il y ait une entente. C'est ça que je veux dire en fait. Il faut pas que ce soit un copain non plus. Non, pas un copain, mais il y ait une entente. Il y ait quand même une bonne entente et du respect mutuel. Hein. Le professeur aussi doit avoir du respect. Faut que ce soit juste. Les punitions, faut que ce soit juste. Faut que les élèves ils assument leurs bêtises et voilà. Vous m'avez parlé un petit peu des photos de classe. Parce qu'avant, c'est vrai que vous faisiez souvent des photos de classe. Maintenant, ça se perd un petit peu. Enfin, il y en a toujours, mais ça se fait pas automatiquement. Vous me disiez quoi sur les photos de classe? On fait des photos individuelles maintenant, non? Il y a la photo de classe, c'est des photos individuelles, mais c'est plus partout en fait. Dans certaines écoles, ils font plus. C'est plus partout. Et en plus, on peut faire avec les frères et sœurs aussi. Des fois, si on a même frères et sœurs dans le même établissement, on peut faire avec les frères et sœurs si on a envie, ou individuel, ou avec le groupe. Vous, c'était plutôt comment? C'était 50. Vous, c'était les années 50? À l'école, le jeudi. Non, et puis là, c'était du noir et blanc. Oui, bah, nous aussi, c'était pareil. Hein. C'était quand? Vous, c'était tous les combien, les carnets de notes? Tous les mois. Tous les mois. Ah, comme là. On voit mois de novembre, mois de décembre.
Un beau petit carnet de notes. C'est pas ça, mais ce serait Et ben nous, c'est pas du tout comme ça. Nous, c'est une feuille, pardon. Nous, c'est une feuille qu'on nous envoie chez nous avec toutes nos notes, les appréciations, les noms des professeurs. Et voilà. Il n'y a pas de ce petit carnet sympathique. C'est pas vous qu'on l'envoie, c'est aux parents. C'est aux parents, voilà. Chez nous, directement. J'ai dit, on arrive toujours à récupérer dans la boîte aux lettres et à changer des notes quand ça va pas. Elle a l'air sérieuse comme ça. Comme ça. Il est magnifique. Montrez-le-moi, ouvrez-le-moi. Vous voulez que je vois? Voilà, mettez-le comme ça. Comme ça? Et les pays de la colonie là que vous avez montré tout à l'heure. Ah bon, ben. Montrez-les. J'ai recherché, je sais pas. Attendez. Vous vous rappelez? Ah là, on voit la colonie déjà. Vous avez montré la petite note de la directrice? Ah non, Ça, mais vous voulez que je montre? Ah voilà, offert. C'est marqué quoi là? Pour Juliette Le Bon, c'est ma mère qui s'appelait Juliette Le Bon. Offert par Mademoiselle Boulu à l'école en 1918. Bravo. C'est un beau souvenir. Ah oui, c'est un très beau souvenir.